Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur LMT 25 ans, le podcast pour raconter l'histoire de Laval Mayenne Technopole. Cette association, que nous appelons également par son acronyme LMT, accompagne et développe le territoire de la Mayenne grâce à l'innovation. Je suis Céline Loury, en charge de la communication chez LMT. Avec ce podcast, nous souhaitons proposer chaque semaine de 2021 un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Pour faire suite à l'épisode précédent dans lequel l'ancien président de Laval Mayenne Technopole, M. Idir Aïtarkoub, évoquait le projet NeoShop, je reçois aujourd'hui Christian Travier, directeur de Laval Mayenne Technopole, qui va nous expliquer en détail la genèse de ce projet. Dans cette conversation, il explique comment est né ce nouveau concept, dans quel contexte, quels sont les fondements de cette idée. En effet, comme vous le comprendrez, au départ c'était un projet de bus de l'innovation et cette idée a trouvé une nouvelle voie. C'est une véritable aventure entrepreneuriale dans laquelle l'équipe de Laval Mayenne Technopole s'est lancée. Christian Travier nous explique alors toutes les étapes de ce projet innovant qui a beaucoup fait parler de Laval en France et à l'international. Je vous laisse découvrir cette aventure. Bonne écoute! Bonjour Christian. Donc c'est la deuxième fois que l'on va se retrouver sur le podcast. La première fois donc c'était pour parler de la genèse d'Idénergie. Et là on va parler de la genèse d'un autre programme, d'un autre projet en tout cas pour Laval Mayenne Technopole. Donc on en a déjà parlé la semaine dernière avec notre ancien président, donc Monsieur Idir Aïtarkoub, donc qui a évoqué le projet NeoShop, projet donc qui est né en partie grâce à un projet européen Open Innovation, mais aussi qui est une réponse à un besoin des entreprises accompagnées et plus particulièrement donc, des startups. Vous allez nous expliquer comment est né ce concept de boutique de l'innovation NeoShop. Alors bonjour, souvent dans l'innovation, cette innovation-là, NeoShop, car c'est en étude, n'était pas franchement prévue, n'était pas franchement programmée. C'est quelque chose qui est apparu un peu par les circonstances. Alors en fait, comme tu l'as dit Céline, on était donc depuis 2010 membre d'un projet européen qui s'appelait Open Innovation, dont l'objectif était de déployer ce qu'on appelle l'innovation ouverte, c'est-à-dire faire travailler les entreprises avec d'autres acteurs, des laboratoires, avec leurs clients, avec des étudiants, mieux impliquant leurs salariés, leurs partenaires. L'innovation n'est plus uniquement l'apanage de cellules R&D ou de la cellule innovation, mais elle est beaucoup plus ouverte. Et donc dans ce projet, qui était un grand projet européen, avec beaucoup de villes importantes, on était avec Édimbourg, Dublin, Londres, des acteurs importants, beaucoup de partenaires. Et donc l'objectif était de proposer et d'accompagner les entreprises dans ces nouveaux outils d'innovation ouverte. Et quand on est rentré dans ce projet, moi j'avais proposé à l'époque de pouvoir rapprocher les entreprises de leurs clients en échangeant mieux sur des projets d'innovation pour les clients, donc en allant vers eux. Et donc j'avais proposé un concept très innovant que j'avais appelé le bus de l'innovation. Il s'agissait d'équiper un bus pour aller de ville en ville, faire des tests de produits innovants dans les différents pays d'Europe pour se rendre compte de comment les clients pourraient réagir de façon différente d'un pays à l'autre. Donc c'était ça le projet, l'action qui était dans ce grand projet européen, et donc on était en charge de ce projet. Et donc en 2010-2011, on a fait une étude pour concevoir, donc prendre un bus, l'équiper, genre de salle, pour tester les produits, pour ensuite se déplacer de ville en ville, aller en fonction du type de produit à tester, aller là où il fallait, aller dans les villes balnéaires pour tester des produits plus destinés à l'usage sur la plage, enfin, etc., etc. Pouvoir comprendre comment les différents usagers européens allaient réagir. Donc on a étudié longuement ce projet. Alors il y avait beaucoup de problèmes en fait qu'on n'avait pas du tout imaginé quand on avait déposé le dossier. Déjà un problème, c'est que l'Europe n'est pas tout à fait l'Europe, puisque les réglementations de circulation des bus sont différentes en Europe continentale et au Royaume-Uni. Et donc on avait déjà des problèmes là, parce que les hauteurs des ponts ne sont pas les mêmes. On comptait utiliser un bus à 2 étages des bus anglais, sauf qu'ils sont trop hauts pour circuler en Europe continentale. Donc
déjà, ça c'était un problème. Après, il y a des problèmes aussi entre les bus qui circulent en ville et ceux qui font des distances intercités. C'est pas les mêmes règles. Puis l'homologation d'un bus transformé, c'est très complexe. Le budget aussi qu'il faut pour équiper un bus, c'est très très important. Au bout d'1 an et demi d'études, on s'est rendu compte que cette belle idée sur le papier n'était pas du tout faisable dans les contraintes qu'on avait dans le projet. On était un peu dépité, c'était en juillet 2011, et on était un peu dépité avec Benoît qui s'occupait de ce projet à l'époque, dans mon équipe. Et donc on ne voulait pas lâcher quand même, on se dit c'est dommage, on a une idée de rapprocher les clients des produits, et comment faire ? On s'est dit mais au final, bon le bus c'est bien, on va se déplacer, mais voilà, si on ne peut pas faire un bus, est-ce que si on faisait un lieu ça serait possible ? Et très vite, on s'est dit bah oui, un lieu c'est quand même plus simple. Alors évidemment, il y aura le problème qu'on ne pourra pas l'amener d'une ville à l'autre, mais si on fait un lieu, une boutique, pouvoir présenter les produits et les vendre, et puis peut-être que la boutique, on pourra la déplacer, en faisant des boutiques éphémères. Voilà comment est partie l'idée. Donc de cette idée de boutique, de lieu physique, comment ça s'est concrétisé ? Alors honnêtement, quand on a émis cette idée avec Benoît, je me souviens c'était un jour vers 11h30, voilà, un peu comme quand ça se passe quand on est créatif, à un moment donné on est excité par une idée, et puis oui, bon, ça va être faisable, on n'envisageait pas du tout toutes les complexités et tout ce que ça impliquait. Et puis il se trouve qu'après, quelques jours après, j'ai donc rencontré notre président, qui est passé au podcast la semaine dernière, et qui a raconté aussi cette phase-là, et je lui ai parlé de cette idée. Et très vite, il en a aussi parlé au maire de l'époque, et très vite, cette idée a plu. Et donc, il est revenu vers moi en me disant, bah alors, allez-y. Ah oui, d'accord, bon, ben on va y aller. Alors, on était dans ce projet européen, il y a des règles, quand on a prévu de faire quelque chose, on ne peut pas d'un coup faire autre chose. Donc il y a eu tout un process qui a duré 1 an, où il a fallu faire admettre aux partenaires et à l'Europe qu'on allait non pas faire un bus, mais faire une boutique. Le but était le même, mais il y avait quand même une grosse différence. Et l'Europe a tout de suite tiqué, c'est-à-dire, mais oui, mais votre bus, il circulait entre les différents pays, c'était bien un projet commun. La boutique, elle va être à Laval, et puis qu'est-ce qui se passera dans les autres pays ? Et donc on a dit, bah, ce qu'on fera, c'est qu'on fera des boutiques éphémères, donc ils vont reproduire le concept pour des temps plus courts dans les autres villes partenariats. Bon, tout le monde s'est engagé à le faire, les partenaires ont soutenu l'idée. L'Europe a fini par dire oui, en trouvant que, bon, ok, ça remplissait les règles du jeu. Ensuite, on est passé à l'action. Première chose à faire, il fallait trouver un lieu. Voilà. Maintenant, ok, c'était plus simple que le bus, mais enfin, il fallait quand même avoir le lieu. On s'est mis à chercher dans Laval, à ce moment-là, qu'est-ce qui existait comme boutique disponible, vide, suffisamment grande, suffisamment bien placée, parce que comme toujours, une boutique ne fonctionne que si elle est un lieu qui est visible. Donc voilà, on a visité différents lieux, on avait un budget limité aussi, donc on avait des contraintes. Puis donc on est tombé sur ce lieu de la police municipale qui déménageait et qui était en location dans une ancienne librairie, la rue du Jeu de Pommes, qui donne sur la rue des Déportés, pour ceux qui sont de Laval et qui connaissent, qui est une des rues commerçantes de Laval. Et ce lieu, il était bien, sauf qu'il y avait beaucoup de travaux pour le remettre sous forme d'une boutique. Il fallait démolir la cellule de dégrisement, il fallait des choses assez drôles. Et puis surtout, il était beaucoup trop grand pour ce qu'on avait imaginé. Une boutique, nous on avait imaginé une boutique 50-60 mètres carrés. Là, on avait 220 mètres carrés. Donc on s'est dit, bah, il faut faire autre chose, plus de la boutique. Et donc on a commencé à concevoir à la fois une boutique, un espace de coworking, puisque c'était aussi le début de ces espaces-là, de ces tiers-lieux. Puis on s'est dit, bon, bah, comme ça, on aura une salle de réunion aussi pour organiser des événements. Mais il y avait beaucoup de travaux qu'on a dû prendre à notre charge, parce que le propriétaire a participé un peu, mais c'était principalement de l'aménagement intérieur. Il y avait un gros problème d'accessibilité, un lieu qui redevenait public, et il y avait 3 niveaux, et donc il fallait mettre un élévateur pour les personnes à mobilité réduite. Donc là, on a obtenu une aide de Laval Aglo. Mais à part ça, sinon, on a dû financer tout le reste sur le budget du projet. On devait aller vite parce que le projet était dans un temps limité. On avait déjà perdu presque 1 an pour faire valider ce changement du bus. Là, il restait 1 an et demi dans le projet. Donc il fallait absolument aller très vite pour les travaux, pour l'ouverture ensuite de la boutique. Il fallait tout mettre en place en fait. Parce que le concept n'existait pas. Parce que l'idée était de tester des produits, de les proposer à la vente, mais aussi de faire des retours aux startups pour qu'elles puissent améliorer leurs produits et prendre en compte les avis des clients. Comment ça se passait là, oui, cette partie sourcing un peu des produits ? Comment les tests étaient réalisés ?
Évidemment, on avait eu cette idée aussi parce qu'on avait plusieurs startups dans notre incubateur qui proposaient des produits pour le grand public, parce qu'il y a deux types de produits. Il y a ce qu'on appelle les produits B2B, qui sont des services et des produits pour les entreprises. Donc là, c'était pas concerné. Et des produits pour le grand public, donc des produits utilisables et achetables par n'importe qui. C'est ceux-là qui étaient visés. Donc on avait quelques startups dans notre incubateur qui produisaient ce type de produits, mais pas suffisamment pour alimenter toute une boutique. Donc on a tout de suite dit, c'est pas grave, on est dans un projet européen, donc la boutique elle sera pour toutes les startups de tous les pays européens, de toute la France. Et donc on s'est mis à proposer ça aux startups qui le voulaient, qui démarraient. En fait, la cible c'était les startups qui démarraient, qui n'avaient pas encore beaucoup de lieux de vente et qui n'avaient pas beaucoup testé l'appétence du client pour leurs produits. Et donc on leur proposait de nous envoyer un petit stock de produits. On les achetait pas, bien sûr, on les avait en ce qu'on appelle le dépôt-vente. Donc elles avaient leurs produits là, en boutique, dans des rayonnages, comme une vraie boutique. Et ensuite, quand les clients rentraient, les personnes qui étaient là à la boutique pouvaient expliquer. Parce que souvent, les produits innovants, le problème c'est qu'on ne comprend pas ce qu'ils font, puisque par définition, on ne les a jamais vus, et on ne comprend pas à quoi ils servent. Et donc il faut beaucoup expliquer. Et puis ensuite, on écoutait ce que les clients remontaient comme questions, comme remarques, et on notait ça, et toutes les semaines ou tous les mois, on faisait des rapports aux entreprises, et certaines prenaient en compte ces remarques, et on faisait évoluer les produits, et on avait ensuite des versions 2, version 3. C'était vraiment dans cet accompagnement des entreprises à comprendre mieux le client. Et puis aussi, donc ça change dans l'émission de la Technopole. Donc ça, c'était quelque chose de nouveau. Et puis aussi, on peut aussi parler de la boutique e-commerce. Voilà. Alors, effectivement, en faisant ce service, pour nous, on l'a quand même conçu comme un service pour les entreprises. C'était pour aider et accompagner plus loin les entreprises dans la commercialisation de leurs produits. Donc, on restait pour nous dans nos missions d'accompagnement. Sauf que pour aller jusqu'au bout du test, il fallait qu'on puisse vendre les produits et pas uniquement d'avoir des avis, c'était aussi voir si les gens allaient jusqu'à acheter. Et donc oui, on avait dû mettre en place quelque chose de nouveau qui était une activité commerçante. Quand on vendait les produits, on les achetait à ce moment-là à la start-up et on faisait une marge qui permettait de financer en partie le coût de fonctionnement induit de cette boutique qui était quand même élevé puisqu'il y avait 2 personnes qui travaillaient à temps plein, plus le loyer, frais actuels. Et donc donc on a développé un modèle commercial mais un peu particulier quand même. On avait aussi certains services qui allaient plus loin pour aider les entreprises à comprendre un peu plus les besoins du client. Au-delà de ces simples remarques, on pouvait vendre des prestations. Et effectivement, on les aidait dans différents aspects. On les mettait en relation avec des designers ou des spécialistes du marketing pour améliorer leur présentation, le packaging de leurs produits. Donc cette aventure était déjà au départ européenne, mais il y a eu d'autres liens, on va dire, à l'international, et donc, notamment avec Montréal. Est-ce que vous pouvez revenir dessus ? Ce qui a été très intéressant dans cette aventure de NeoShop, c'est que d'abord, ça a beaucoup plu à la presse et aux médias. Évidemment, dès qu'on a ouvert, on a communiqué, énormément d'intérêt de tout type de médias, les médias locaux, mais les médias nationaux, les magazines, les journaux, les télévisions, les radios. On a eu énormément de couverture presse et médias parce que c'était un concept nouveau. Les journalistes adoraient ça parce qu'ils découvraient des innovations, de voir ce que les gens en pensaient, etc. Donc on a eu une grosse couverture médiatique. On a eu aussi un gros intérêt de la part de tous nos confrères dans les différentes villes en Europe et ailleurs qui aussi accompagnent les entreprises, et ce qui fait qu'on a été énormément sollicités. On a eu beaucoup de gens qui sont venus nous voir, beaucoup de gens qui nous ont appelés, qui nous ont envoyé des mails pour comprendre le concept, dire c'est quoi, pourquoi, comment vous faites, est-ce qu'on pourrait le faire aussi nous. Comme c'était un peu notre idée aussi au départ de dire que tant que la boutique resterait qu'à Laval, on allait avoir du mal à accomplir complètement notre mission, et on pensait qu'il fallait qu'il y ait plusieurs boutiques dans plusieurs villes, plusieurs pays. Et donc on était tout à fait intéressés d'avoir ces contacts avec d'autres villes. Donc on a eu beaucoup, je ne vais pas refaire la liste, mais on a eu beaucoup de gens qui nous ont appelés. Après voilà, c'est pas si simple à mettre en œuvre, donc pas tous pu le faire. Donc, ce qu'on a fait d'abord, dans un premier temps, c'est que les partenaires du projet européen s'étaient engagés à faire ces fameuses boutiques éphémères. Ils n'ont pas été jusqu'au bout complètement de leurs engagements, puisque tous ne l'ont pas fait, mais plusieurs ont fait quand même l'effort. Donc à Londres, il y a eu une boutique pendant 6 mois. À Édimbourg, c'était plus court, là, c'était plutôt une semaine. À Gand, en Belgique, et comme ça, donc plusieurs fois, des boutiques éphémères. Nous-mêmes avons aussi refait des boutiques éphémères à Paris,
fait 2 fois, une fois 3 mois, une fois 1 mois, à Paris, une fois dans un très grand centre commercial et une fois dans Paris, dans une boutique près du Moulin Rouge. Donc voilà, il y a eu beaucoup de ces concepts de boutiques éphémères qui ont été montés. On avait aussi fait une boutique éphémère pendant le salon Laval Virtual, dans le salon. Et puis un jour, on a été contacté par les gens du quartier de l'innovation de Montréal. Le quartier de l'innovation, c'est un genre de technopole à Montréal qui aide le développement des startups dans le cœur de Montréal. Ils avaient entendu notre présentation de NeoShop au congrès EBN. Le congrès EBN, c'est le congrès des incubateurs européens. On avait fait une présentation. Ils avaient entendu ça, ils nous ont contactés parce qu'ils étaient vraiment intéressés. Ils lançaient donc plusieurs opérations nouvelles dans ce quartier précis à Montréal, autour des universités. Très intéressés par dupliquer le concept. Donc là, c'était sérieux, ils avaient des moyens, ils avaient envie de le faire. Ils m'ont invité, je suis allé à Montréal pendant une semaine pour leur présenter, pour vraiment discuter précisément les choses. Et à la fin de ça, ils ont été convaincus et donc on a passé une convention de transfert de la marque, de la méthodologie, du savoir-faire. Ils sont rémunérés pour ça. Et donc on leur a transféré tout ce savoir-faire pour qu'ils démarrent eux aussi le concept à Montréal. Alors au départ, ils n'avaient pas accès à un local, ils ont démarré par un genre de kiosque dans les grandes galeries souterraines commerciales à Montréal. Il y a beaucoup de très froid l'hiver, il y a des grandes galeries souterraines avec des très grands couloirs et donc il est possible d'installer kiosque devant. Et donc ils ont eu ça pendant 18 mois. Ils ont déplacé d'un endroit à l'autre pour faire exactement le même concept. Alors on avait même réussi à placer des startups de NeoShop Laval à Montréal. Et eux-mêmes, après, ils avaient recruté des startups québécoises, dont certaines sont aussi arrivées à la boutique de Laval. C'était un vrai partenariat, un vrai échange sur le principe de ce qu'on avait imaginé, d'avoir un réseau de ces boutiques où les startups s'échangent d'un pays à l'autre. Et d'ailleurs, oui, on n'a pas expliqué comment le nom est né. Alors, effectivement, une fois qu'on était parti, il fallait trouver un nom. Et ça a été un peu compliqué parce que trouver une marque, c'est toujours très complexe. Puis finalement, à force de plusieurs brainstorming, on s'est dit NeoShop. Ça explique qu'on s'intéressait à l'innovation. Néo, c'est nouveau. Hein. Puis Shop, Shop, c'est une boutique. Donc ça, on pensait que c'était à la fois un nom qui pouvait vivre à l'international, parce que c'était quand même ça un des enjeux, et qui était quand même suffisamment en lien avec l'univers des startups. Fonctionnait. Ça fonctionnait bien. Après, il y avait un petit problème, c'est que on n'était pas les premiers à avoir imaginé ce nom-là, donc il y avait d'autres boutiques dans d'autres pays qui s'appelaient NeoShop, donc ça posait un peu de problème. Puis aussi, il y avait d'autres grands groupes qui avaient déposé des marques qui n'étaient pas très contents qu'on ait choisi ce nom-là, mais en tout cas, c'est le nom qu'on a utilisé, qui a été utilisé pendant 5 ans. Vous allez aussi pouvoir nous expliquer donc, comment, entre guillemets, ça s'est terminé? Alors, évidemment, donc voilà, ça a duré 5 ans. En 5 ans, la boutique a fonctionné avec des hauts et des bas, comme toute boutique, avec les périodes très excitantes de Noël, où voilà, ça fonctionnait très très bien dans les périodes de Noël, avec toutes ces ouvertures de boutiques éphémères qui ont aussi été des aventures incroyables, avec l'ouverture du site e-commerce, parce qu'à un moment donné, on a aussi dit, tout le monde disait, mais pourquoi c'est qu'à Laval, pourquoi nous on ne peut pas avoir accès? Donc on a ouvert aussi un site en ligne, un site e-commerce qui est sur le même principe, qui a fonctionné aussi. Le projet européen c'est fini. Donc là on était sorti du projet, on avait fait notre expérimentation, on avait montré l'intérêt, des startups, l'intérêt des clients, l'intérêt même des distributeurs. On était appelés par des gros distributeurs. À un moment donné, même Amazon avait appelé, voulait nous confier la gestion de leur boutique de start-up en ligne. Et en fait, donc on avait prouvé tout ça, mais il fallait maintenant le pérenniser, trouver un modèle économique aussi pour le financer, puisqu'on n'avait plus les financements de l'Europe. Et donc là, on a dit, il faudrait faire une société commerciale avec ce service d'accompagnement des startups, mais ça ne suffisait pas à le rendre rentable. Et donc on a beaucoup cherché, on avait embauché un deuxième responsable, le premier responsable de la boutique a démissionné pour des raisons personnelles. On avait embauché un deuxième responsable qui avait une expérience dans le commerce et la distribution, et avec lui on avait travaillé, trouvé un modèle économique qui permettait d'en faire une société commerciale. En fait, ce qu'on avait trouvé qui fonctionnait, c'était de dire qu'il y avait 3 sources de revenus. Il y avait la vente de la formation aux startups et de l'accompagnement. En fait, les startups connaissent très mal le commerce, la distribution, et donc on pouvait les former, ce qu'on appelait l'académie. Ensuite, il y avait les revenus générés par les boutiques et les boutiques en ligne, la boutique en ligne et les boutiques physiques qu'on aurait installées dans différentes métropoles. Puis, la troisième source de revenus, qui était la plus importante, c'était d'agir comme grossiste pour, une fois qu'on avait validé que les produits, certains marchaient très bien,
on intervenait comme intermédiaire entre la start-up et des plus gros distributeurs comme les chaînes de commerce, grandes chaînes, grandes marques de distribution. Et elles étaient très intéressées de ne pas discuter en direct avec chaque start-up, mais de pouvoir acheter des lots entiers de familles de produits cohérentes que nous, on aurait assemblés en repérant différentes start-up, éventuellement de différents pays. Ce modèle-là, NeoShop devenait aussi un grossiste dans le monde des start-up. Voilà le modèle économique qu'on avait trouvé. On avait réussi à faire un business plan très détaillé parce qu'on avait vraiment sondé le marché de façon très précise. Et on avait donc commencé à chercher des investisseurs pour investir parce que par contre ça ne fonctionnait que si on pouvait dépasser Laval, avoir des boutiques dans des métropoles et puis pouvoir embaucher du personnel pour développer le site e-commerce, pour développer aussi le sourcing, ce qu'on appelle le sourcing, c'est-à-dire la recherche des startups en démarrage, parce qu'il était essentiel de les contacter avant qu'elles soient connues. Parce qu'une fois qu'elles étaient connues, elles n'avaient plus besoin de nous. En fait, l'essentiel, c'était de les contacter avant qu'elles soient connues pour pouvoir signer un contrat et ramener tous ces produits-là en France et à l'étranger. On avait fait des tests aussi, beaucoup de tests avec des startups italiennes sur comment elles étaient intéressées par le marché français. Tout ce travail a été fait, on a cherché un investisseur. C'était pas simple parce qu'on avait un modèle un peu particulier d'investissement où on demandait à l'investisseur de devenir majoritaire. Et on a trouvé, et pendant 2 mois, on a négocié les conditions avec un investisseur qui comprenait très bien le commerce, qui avait déjà une expérience, qui avait presque eu la même idée tout seul. Et on a beaucoup échangé, c'était très proche de se faire. Et puis pour diverses raisons que je ne vais pas détailler ici parce que c'est toujours complexe, ça n'a pas pu se faire. Et à ce moment-là, on a décidé d'arrêter le projet parce que, voilà, de toute façon, on s'était donné un temps limité pour trouver un investisseur ou bien arrêter parce qu'on ne pouvait plus, sous l'égide de la Technopole, continuer ce projet-là. Donc l'aventure s'est terminée en juin 2018. 5 ans, on a fait 5 ans exactement, on a démarré début juillet 2013 et on a fini en juin 2018. Et à Montréal, ils ont eu un peu le même parcours, c'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, ils ont compris que c'était intéressant, mais que ce n'était pas rentable en tant que tel, comme service d'accompagnement. Il fallait passer à l'échelle supérieure et eux aussi n'ont pas souhaité continuer dans ces conditions-là. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, des moments forts Moi, ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que d'abord, c'était une très très belle aventure. Vraiment, on a pris beaucoup de plaisir à faire ce projet, ça a été très difficile, on a appris énormément de choses. Bien sûr que moi je ne connaissais rien au commerce de détail, on a appris beaucoup de choses sur le fonctionnement du commerce, ça nous a beaucoup aidé pour accompagner nos startups. Encore aujourd'hui, on est beaucoup plus à même d'accompagner les startups dans la partie commerciale du fait de cette aventure-là. Ça nous a beaucoup aussi donné de relations à l'étranger avec plein de monde qui était très intéressé, avec d'autres startups étrangères. On a eu une couverture, comme je l'ai dit, médiatique extrêmement importante pour Laval. Et ça a été vraiment une retombée très positive parce qu'il y a eu beaucoup de couverture médiatique. Cette aventure a été vraiment motivante. Le côté aussi de devoir, c'était très loin avec un investisseur, comme on fait avec nos startups, mais le vivre nous-mêmes, pour nous-mêmes, c'était absolument aussi apprenant. Puis, je voulais aussi remercier tous les collaborateurs qui ont participé de façon importante à cette aventure et qui ont vraiment permis qu'elle ait lieu. Donc, à commencer par Benoît, que j'ai mentionné au début, était lui en charge du bus de l'innovation, avec un stagiaire qu'on avait à l'époque. Puis après, au moment du lancement, c'est Marion Urbain, qui a fait les études et qui a lancé le projet. Ensuite, on a recruté pour s'occuper de la boutique et de la relation avec les startups Marie-Alizée. Et puis Sylvain qui était à la vente. Après, on a eu une deuxième équipe pour la vente. On a changé à peu près en même temps avec Sylvain Motion, qui donc lui venait du monde du commerce et qui nous a beaucoup apporté dans sa connaissance du marché. Et Guillaume, qui a été notre nouveau vendeur, qui a donc fait les 2 dernières années de NeoShop. Et puis bien sûr, tous les collègues de l'équipe ont aussi contribué à un moment donné, Audrey sur le site e-commerce, Céline sur la communication, Valérie sur la comptabilité, puisque effectivement c'était un tout nouveau métier, de la comptabilité des commerces, c'est pas pareil que la comptabilité de la Technopole habituelle. Voilà. Donc il y a eu, tout le monde a contribué là-dessus. Et bien sûr l'équipe de l'incubateur pour l'accompagnement des startups.
Merci Christian pour toutes ces explications. En effet, ce projet a eu aussi différents noms quand nous en parlions entre collègues, parce qu'au départ, donc, c'était le projet du bus de l'innovation, puis lorsque c'était finalement un lieu, lors de l'ouverture, nous appelions cela un concept store, puis au fur et à mesure que nous vendions des produits de start-up, communiquions sur la boutique de l'innovation, jusqu'à appeler cela accélérateur commercial dans les derniers mois avec le nouveau modèle économique. Et comme l'a dit Christian, donc en termes de communication, nous avons permis à la ville de Laval de faire parler d'elle avec ce nouveau projet. Et ce retentissement a permis, comme vous l'avez entendu, la duplication d'un néo-shop à Montréal. Et aussi, donc Audrey Lecomte en avait parlé dans l'épisode 18, car NeoShop permettait également d'organiser des événements, puisque la salle à l'étage était suffisamment grande pour organiser des conférences. Et à titre personnel, c'était un plaisir d'aller retrouver les collègues en centre-ville de Laval et de participer aux événements. Aujourd'hui, c'est Arcy Déco qui est maintenant dans ses locaux, rue du Jeu de Paume, une boutique de décoration que je recommande. Et la semaine prochaine, je vais retrouver une ancienne collègue qui avait été recrutée pour organiser une journée de l'innovation. Et vous verrez comment cet événement est né. À la semaine prochaine. Et pour écouter les épisodes précédents, c'est possible sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Et si vous voulez recevoir l'épisode dans votre boîte email, inscrivez-vous sur lmt25ans.substack.com. À très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.